avec Karine Fouteau, qui, depuis le début de l'aventure à Mediapart, suit tout ce qui concerne les questions de migration, de réfugiés, d'exil, d'accueil, de solidarité, etc. Karine, tu étais la semaine dernière, comme beaucoup d'autres journalistes, on va parler de ces questions d'émeutes journalistes à Calais au moment du démantèlement de ce mot terrible qui s'est imposé, y compris nous, on le met avec des guillemets, ce sont des humains et on parle de la jungle. C'est terrible, comme si on était face à des sauvages, face à un refuge de bêtes sauvages. Écoute, tu vas nous raconter, Karine, et pendant que tu vas raconter, on verra des photos de Bertrand Godillère, qui a suivi cela régulièrement pour Mediapart, qui était, d'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur Mediapart avec des légendes de Catherine Monet. Mais j'ai retrouvé, pour préparer ça, ce que tu as publié il y a 3 ans de ça, 4 octobre 2013, de Lampedusa à Calais, le drame de l'Europe. Tu n'avais pas encore été à Calais. En prolongé de cet article, tu mettais un appel des réfugiés syriens de Calais qui disait que la France les accueillait mal. C'est pour ça qu'ils voulaient aller en Angleterre, en disant « Nous avons le droit de mener une vie paisible et nous avons malheureusement une guerre en Syrie. Nous avons besoin d'aide rapidement et tout. » C'était il y a 3 ans. Bon, en réalité, Mediapart était déjà allé Oui. à Calais. Alors, soit moi, j'avais pu y aller directement, soit aider Sabéran, qui suit aussi c'est juste. de beaucoup des questions migratoires, notamment dans le Nord et dans le Calaisie. Mais oui, effectivement, en fait, Calais, c'est une histoire récurrente depuis 2000, les années 2000, même un petit peu avant, depuis 20 ans. C'est une histoire qui revient sans cesse pour des questions géographiques. Calais, c'est la porte d'entrée la plus rapide pour aller en Angleterre. Les migrants le savent bien, évidemment, et donc s'y retrouvent de manière cyclique, au gré des conflits dans le monde, s'y retrouvent et se font pourchasser, se font mettre dans des hangars, comme c'était le cas avec Sangatte, que Nicolas Sarkozy a fermé en 2002-2003. Et donc, à chaque fois, on a l'impression, c'est vrai, quand on est journaliste et qu'on suit ces questions-là, que l'histoire se répète, quoi, avec des politiques publiques qui arrivent toujours trop tard, qui s'occupent assez mal de cette question, qui la traitent de manière politicienne, souvent au moment des élections, il faut bien l'observer. Et donc, effectivement, on a cette sensation que l'histoire se balbutie, se répète, et que, évidemment, ça risque à nouveau de se reproduire là, puisque là, effectivement, il y a ce démantèlement qui a eu lieu. François Hollande est très content, très satisfait de pouvoir dire que la jungle est vide. Mais évidemment, ce qui va se passer, c'est que d'ici quelques jours, quelques semaines, à nouveau, des gens vont arriver. Ici, à Paris, à Stalingrad. Ah ben déjà, mais bien sûr aussi dans le Calaisie, tous les réfugiés qui affluent par toujours Lampedusa, qui remontent là en ce moment tranquillement. On voit tes articles actuellement. Et moins tranquillement par Vintimille, Nice, Menton, et qui ensuite remontent par la gare de Lyon, Paris, etc. et vont se retrouver forcément dans le Calaisie. Et Hollande a beau dire que la jungle est démantelée, que l'opération a réussi. D'ici quelques jours, on verra à nouveau que des gens dorment sous les ponts dans le Calaisie, dans des fossés, là où ils trouvent de la place, en fait. Les lecteurs l'ont lu sur Mediapart. Quand on lit tes articles très tenus comme ça, très factuels, on sent en même temps que c'est pas n'importe quoi de suivre tout ça. Non, oui, c'est humainement très fort. Et là, c'était d'autant plus complexe qu'il y avait un cadre, un dispositif en fait médiatique très orchestré, donc qui nous a donné l'impression, nous journalistes qui allons souvent sur place, qui rencontrons régulièrement ces personnes, là, un dispositif qui nous a un peu donné l'impression d'être dans un zoo, un zoo humain. Alors certains ont comparé ça à un cirque médiatique, mais moi j'ai presque envie d'aller au-delà et de parler de zoo, parce que finalement toutes ces personnes étaient un peu mises à disposition de la presse d'une manière a priori transparente, mais qui s'est retrouvée piégeuse pour les réfugiés. En même temps, avec toujours la possibilité de faire son travail, puisque finalement, quand on a le souhait et la possibilité d'aller au-delà, d'avoir du temps et de pouvoir raconter vraiment les choses, il suffit d'aller un peu plus loin dans les campements, de se perdre dans les chemins qui sont très nombreux, qui étaient très nombreux dans la jungle, et de rencontrer des gens, de prendre le temps, de discuter, d'essayer de comprendre pourquoi ils sont là, ce qui leur arrive, leurs désirs, leurs ambitions, leurs projets.
voilà, finalement, il est toujours possible de faire son travail, mais c'est vrai dans des conditions là un peu éprouvantes du fait de cette mise ce côté offert du dispositif. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe comme une réalité qui ne serait ni tout à fait noire ni tout à fait blanche? On a traité tous les problèmes et toutes les limites de cet acte très préélectoral, comme tu disais, mais en même temps, à l'occasion de la dispersion dans les accueils, j'étais en Bretagne pour des débats pour Mediapart, j'ai vu tout d'un coup ce qu'on n'a pas vu il y a 2 ans, ce qui n'a pas été organisé, Refugees Welcome, des villages qui accueillent, qui se sont mobilisés. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des formes de solidarité plus nettes? Non, il faut dire que 5 à 6 000 personnes ont été envoyées dans des centres d'hébergement. Donc l'État dit mise à l'abri. Effectivement, on pourrait revenir sur toute cette terminologie assez épouvantable qui est reprise par la plupart des médias. Mais effectivement, 5 à 6 000 personnes ce soir vont dormir sous un toit. Moi, les Soudanais que j'ai le plus suivis depuis 3 semaines sont aujourd'hui dans un centre d'hébergement géré par Adoma à Marseille. Ils n'ont toujours pas vraiment décidé ce qu'ils voulaient faire, mais bon, voilà, ils sont dans un lieu à l'abri avec des repas possibles et un endroit pour réfléchir un peu à leur parcours. Et l'accueil, effectivement, a vraisemblablement, là d'après en tout cas les premiers échos qu'on a, été plutôt favorable, malgré toute la polémique que la droite a essayé de monter depuis quelques semaines. Finalement, à chaque fois qu'il y a une petite manif anti-FN, il y a eu beaucoup plus d'habitants qui étaient là pour applaudir à la sortie des bus et puis pour essayer d'encourager les personnes qui arrivaient là. En fait, ça n'empêche pas de dire que cette opération est une opération qui pose vraiment beaucoup de problèmes. Puisque pourquoi l'État a-t-il attendu si longtemps pour 3 ans. Voilà, 3 ans. Enfin, Même là, en plus. l'occurrence, même sur ce lieu-là, c'est 2 ans, cet espace que l'État avait proposé, qui était toléré par l'État. Pourquoi a-t-il attendu 2 ans avant d'organiser des hébergements? Et puis, une fois que la décision a été prise, tout, là, pour le coup, c'est fait dans la précipitation. Il a fallu faire tout en 3-4 jours, de manière justement comme ça, un peu bestiale, quoi. Le ministère de l'Intérieur me parlait de gestion de foule. Et oui, ils ont raison, c'était ça. Il fallait déplacer 6 à 7 000 personnes en l'espace de 3-4 jours. Là, beaucoup d'associations qui travaillaient sur place depuis très longtemps, déjà regrettaient le fait que ce n'ait pas eu lieu avant, et qu'une fois que décision avait été prise, que les choses s'étalent de manière plus progressive dans le temps, pour que, par exemple, les réfugiés sachent où ils iraient, où ils seraient emmenés. Là, le matin même, quand on a mis des bracelets aux réfugiés pour leur indiquer, pour prendre le bus, ils ne savaient pas dans quelle ville ils iraient. Donc on sent que tout ça a été fait, outre ce que je viens de dire, dans un cadre légal assez flou, qui est en fait difficile aujourd'hui à analyser parce que, notamment les avocats, il faut quand même savoir, 800 journalistes étaient présents, mais les avocats n'ont pas pu entrer sur la zone, ce qui est quand même problématique. Du coup, dans l'analyse de comment s'est passée cette opération, comment elle a pu déraper à des moments, je pense qu'on va manquer d'informations, il va falloir continuer d'essayer de travailler. Il y a un raté monumental sur les mineurs, peut-être qu'on peut y revenir. On n'a plus le temps, mais je signale juste que ton dernier article était là-dessus, avec une nuit que tu as passée. Tu racontais la nuit de mineurs isolés. Non, j'y étais pas, mais effectivement, je l'ai fait raconter par les personnes qui étaient sur place. Oui, tout à fait. On a raconté et on va suivre ça. C'est des histoires, effectivement, qu'on va continuer dessus parce que l'opération est loin d'être terminée et on va en voir les effets, en fait, dans les semaines qui vont venir. Et la question de l'accueil est toujours là et de notre solidarité avec les réfugiés. Nous terminons donc cette première partie, l'agenda de Mediapart, c'était un exemple, et un exemple de ce que nous allons faire. Et donc, dans 5 minutes, ici même, on va retrouver, à la place, je crois, de François Bonnet, on va retrouver Emmanuel Macron, qui est le premier donc, des invités face à la rédaction de Mediapart.